Oui, enregistré. Donc, bonsoir tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront encore en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance du 20 août 2025. Vous avez reçu l'ordre du jour. Ça va, M. Roy et M. Terrien. L'adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin, c'était conforme. Madame Sartre et M. Perrault. Suivi du procès-verbal, on n'en avait pas. Comité initiatif, le premier comité initiatif du 11 juin, c'était conforme. M. Dion et M. Terrien. Et celui du 9 juillet, Mme Sartre et M. Terrien. Donc, période de questions de Mme Penneau de Saint-Jean-Revenu. Que je relise nos règles d'appel. Alors, Marie Penneau, citoyenne Saint-Georges-de-Windsor, bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. La question. Lors de la dernière séance où je stipulais qu'il me faut, femme de 73 ans, un maximum de 6,2 minutes pour parcourir une distance de 500 mètres, vous avez réitéré à plusieurs reprises que c'était le Comité pour la transition énergétique qui veillerait aux conditions gagnantes. Dans l'éventualité où le dit comité, formé de personnes érudites, jugerait que cette possible trentaine d'éoliennes, chacune étant plus haute que la place Ville-Marie à Montréal, se situerait trop proche des maisons en milieu rural et que sa recommandation serait qu'elle soit située à au moins 800 mètres. Vous, Monsieur le Préfet, et le Conseil des maires, seriez-vous tenus d'appliquer cette recommandation? C'est ma question. Légalement, non. Légalement, non. Légalement, non. Moralement, démocratiquement, puisque c'est un comité nommé par les maires pour vous suggérer des conditions gagnantes. Et si la condition gagnante est que, alors je ne répéterai pas là, que c'est trop proche, vous n'êtes pas tenu légalement. Alors je vais prendre ça. Alors pourquoi confier à un comité le pouvoir d'émettre les conditions gagnantes si vous ne vous engagez pas à les appliquer? Merci de votre écoute. Merci. Oui, OK. Juste, Mme Penneau, pour vous préciser un peu le rôle du comité consultatif. Donc, c'est un rôle de recommandation. Ce n'est pas eux qui ont défini les conditions de succès, c'est le Conseil de la MRC qui le fait en concertation avec un groupe de plusieurs élus, okay, qui se sont concertés ensemble, qui ont défini et convenu des conditions de succès qui ont été adoptées au Conseil en janvier 2025. Donc, le rôle du comité, c'est de regarder les projets qui seront déposés, s'ils répondent ou non à ces conditions de succès, et ils vont définir à l'intérieur de la réponse le pourquoi ils jugent qu'il y a réponse favorable ou réponse défavorable à une condition de succès. Cet élément-là va être remis au Conseil de la MRC, ce rapport-là, cette recommandation-là, je devrais dire, va être remis au Conseil de la MRC pour que le Conseil puisse disposer si, à la suite de ça, il donne un appui ou non au projet. Donc, le comité ne se prononcera pas sur les dispositions d'implantation. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas la façon de travailler. Donc, juste pour préciser la nature du pouvoir du comité consultatif par rapport à ce que vous avez exprimé. Ça, parce qu'à la réunion en juin, lorsque j'ai posé la question, Monsieur le Préfet a réitéré plusieurs fois que c'était le comité qui veillerait aux conditions gagnantes.
Alors, dans la tête de la population, celle qui écoute, ça allait un peu de soi que c'est le comité qui allait décider des conditions gagnantes, puisque, en tout cas, c'est ce que je comprenais. Là, je comprends qu'ils peuvent être défavorables à ce que 500 mètres soit déterminé que 500 mètres, c'est beaucoup trop proche des résidences, et écrire que ça, même, ça, comment je l'expliquerais, c'est pas pour eux autres, ça ne serait pas des conditions gagnantes pour les citoyens. Parce que les citoyens, ils vont se sentir envahis, c'est pas loin, là, 500 mètres à 6,2 minutes pour moi. Imaginez pour une femme de 30 ans, un homme de 20 ans, c'est à côté, là. Visuellement, c'est très haut, c'est très proche. Mais Madame Sarr et le comité peuvent dire, nous, on n'est pas en faveur de ça, puis vous dites, c'est correct. C'est ça. Parce que, reprenons votre exemple. Donc, il y a un projet déposé où il y a des éoliennes implantées sur le territoire dans le projet prévisionnel. Le CCT doit analyser, puis il y a une condition qui dit la distance, le respect des distances avec les propriétés, que ça fonctionne bien pour l'intégration. Ils vont regarder ça, ils vont analyser si la proposition faite correspond bien à la condition de succès. Est-ce que une intégration harmonieuse dans le paysage, puis un respect de la proximité des résidences, ça s'harmonise-tu bien dans notre compréhension de la condition de succès? Ils vont émettre une recommandation en disant oui, partiellement, peut-être Mme Sarr serait plus en mesure de parler un peu des travaux, mais c'est ça qui. Donc, ils vont analyser le projet en fonction des conditions de succès. Ils ne vont pas convenir de nouvelles conditions, ils ne vont pas nommer une distance. Mais ils peuvent être en désaccord avec une condition de succès. Ben, pas contre une condition de succès. Ils vont En dire, désaccord avec une condition. est-ce que le projet répond à cette condition de succès-là? Oui, non, peut-être. Peut-être pas. Peut-être parce que là, c'est tout un comité, là. Puis c'est des gens qui ont été choisis en fonction de. Tu sais, c'est pas des nounous, là. Fait qu'ils vont étudier, ils vont dire oui, ou ils vont dire ça n'a pas de bon sens. Si ça n'a pas de bon sens, est-ce que c'est démocratique de ne pas en tenir compte? C'est un comité consultatif. Ça va? Vous avez votre question? Ça va pour l'instant. Merci beaucoup. Monsieur Pellerin, sa question est lien information. Oui. Richard Pellerin, citoyen Saint-Georges-de-Windsor. Bon, le micro, Richard. Mademoiselle? Première suggestion, je n'ai pas besoin du micro pour ça. Ça prendrait une du train ici parce qu'on arrive avec des documents, on ne sait pas quoi faire avec. Ça serait un bus raisonnable. Raisonnable. J'aimerais que vous preniez ma recommandation aussi. Là, ça vient de On l'a entendu. C'est pas tout d'entendre. Il faut écouter. OK. Étant donné que. Ça ne tente pas vraiment de lire toute la façon de procéder au niveau du décorum de l'activité. Je suis désolé. Je recommence à zéro. Étant donné que le futur projet éolien prévoit entre 26 et 31 éoliennes, c'est en examinant les documents fournis par le promoteur que je me suis aperçu que sur la route 249, un très grand nombre de résidences, environ 74, entre le village et les limites de Val-des-Sources, seront prévisiblement encadrées par 3 ou 4 éoliennes. Pour bien démontrer l'impact visuel de ces éoliennes, j'ai pris comme référence la tour de Belle Mobilité située sur la route, entre la route 249 et le rang 3 à Saint-Georges-de-Windsor. Cette tour s'érige à 105 mètres de hauteur. Les éoliennes prévues sont à 200 mètres de hauteur. J'ai donc préparé une série de photos qui montrent l'impact des éoliennes par rapport à cette tour de communication. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas des photos truquées. Pour bien illustrer la première photo, montre la hauteur d'une éolienne telle que prévue à côté de la tour de Belle Mobilité. Ça, je vous disais, le vitrain, ça serait intéressant. C'est le bon Dieu qui m'a dit.
Direct. Alors, est-ce que je peux avancer pour montrer la photo? On voudrait votre question. Mais j'y arrive, c'est le préambule. OK. Vous avez 2 minutes. Oui. Dans le fond, c'est la photo. Ça montre. Non, non. Non, c'est à ça que ça ressemble. Donc, c'est assez intéressant. La même chose, je suis allé à Saint-Fortuna. À Saint-Fortuna, ils ont des éoliennes de 80 mètres de hauteur. Alors, j'ai fait le même exercice. Puis, vous voyez la différence. Alors, quand on nous dit que les éoliennes, c'est pas si gros que ça, mettons, il faut en prendre et en laisser. La troisième photo, c'est notre résidence, avec le garage, la maison, tout ça. Puis, il y a toujours la tour de Bel-Canada qui est mon voisin en face. Puis, on voit l'éolienne qui est à égalité avec la tour de Bel-Canada. Alors, c'est avec ça que nous, on va vivre. Vous avez beau dire qu'il n'y a pas d'impact, puis c'est pas ci, c'est pas ça, mais la tour, la photo a été prise à 900 mètres de la tour. Puis je me positionnais à 200 mètres à l'arrière de la maison. Fait que, ça pour vous dire que j'ai d'autres photos aussi, si vous voulez les voir après la session, il n'y a aucun problème. Vous pouvez laisser votre document après votre. Je ne veux pas laisser le document parce que on ne sait jamais qui touche à ça. Même si présentement l'appel d'offres d'Hydro-Québec n'est pas encore publié, compte tenu des élections municipales approchent à grands pas, la MRC et les municipalités prévoient-elles fournir de telles informations, soit la localisation et l'impact visuel de ces installations aux citoyens. Comme exemple, vous pourriez présenter quelque chose sur vos sites Internet, dans les journaux locaux ou municipaux, et dans vos programmes électoraux, si vous vous présentez. N'êtes-vous pas d'avis que tous les résidents de la MRC, spécialement ceux de Wotton et Saint-Georges, doivent connaître, entre autres, l'impact visuel d'un tel projet? C'est ma question. La question est. La question est, est-ce que vous allez, pendant la période d'élection, donner des informations sur ce projet-là? Autant l'impact visuel que sonore, ou si on va être encore dans les lignes. Le projet n'est pas connu encore. C'est des hypothèses que vous faites. Le lieu d'implantation, c'est des hypothèses que vous avez implanté les éoliennes à côté des maisons. Donc, c'est des hypothèses présentement. Il y a un projet qui travaille, mais la finalité du projet n'est pas connue. Bien, la finalité du projet, il n'est pas connu, mais j'ai pris ces informations-là sur les documents de Blue Earth. Oui. Parce que les positions d'éoliennes, ils sont déjà connues. Où ils sont implantés? Oui. Au courant. Non. Ben, c'est sur les documents de Blue Earth. Je pourrais vous les montrer après la réunion. Ce que vous avez trouvé par là sur le site de Blue Earth, c'était le projet de 2023. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que les paramètres ne sont pas les mêmes. Les exigences d'Hydro-Québec ne sont pas les mêmes. Ils nous ont déjà, dans les consultations qu'ils ont faites avec les milieux, dit qu'ils allaient changer leur approche. Donc, comme M. Gilmore informait, c'est basé sur des éléments qu'on a vécu, effectivement. Je peux vous dire que ça reflète probablement la position de Blue Earth en 2023. Mais aujourd'hui, là, on n'a eu aucune présentation de projet. On ne sait pas où ils vont planter leur projet d'éolienne, on ne sait pas quelle proportion. Vous dites dans le 26 et 30 et quelques, là. Vous avez cette information-là. C'est les documents de Blue Earth. C'est les documents de 2023, mais c'est plus le processus d'appel de philo. Je doute que Blue Earth vont changer complètement leur projet. Là. Ils ne mettront pas juste une éolienne, puis ils ne mettront pas 150. C'est votre opinion. C'est votre opinion, c'est votre hypothèse en tant que telle. OK. OK. Ça va? Question. C'est une question par citoyen. C'est 2 minutes. Et là, vous avez 6 minutes. Question. Sous question, vous ne me permettez pas? Non. Ben, si répète votre question, parce que vous êtes rendu à 6 minutes. Elle est très rapide, on fait ça vite. En référence au projet 2023, sur les 930 000 prévus annuellement en redevance pour le promoteur
De quelle façon seront réparties cette somme entre la MRC et les municipalités? Le nouveau projet n'est pas connu, et la composition de la régie n'est pas connue encore. OK, la régie n'est pas connue. La composition de la régie, la façon, les protocoles, les règlements, c'est pas connu encore. OK. C'est un travail présent. Puis vous n'avez pas travaillé là-dessus? Ben, on travaille, mais c'est pas défini, c'est pas adopté encore. C'est bon, merci. Merci. Vous avez reçu le calendrier des activités d'août qui se termine bientôt et septembre. Il a déposé pour information demain que le calendrier est complet pour 2025. Culture, M. Marcotte, concernant l'appel à projet initiative en développement culturel. Il y a un appel à projet qui s'est terminé le 18 juillet dernier. Un appel à projet de notre entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, cet appel à projet a une enveloppe disponible de 21 000 $. On a reçu 11 projets pour une demande totale d'aide financière de 70 366 $. Donc, le groupe Conseil en culture, qui est un groupe qui a un mandat de recommandation au conseil et d'analyse des projets déposés, s'est rassemblé au mois d'août afin de délibérer à titre de jury dans l'appel à projet. Puis, il recommande au conseil des maires le soutien de soutenir financièrement 5 projets. Donc, célébration culturelle de Ravir pour un montant de 5 212,50 $. Le projet École buissonnière, un terrain de jeu pour la créativité, la culture et la curiosité du collectif pour la communauté de Saint-Adrien, pour un montant de 4 600 $. Les ateliers Les mains dans les couleurs de Kaidi, pour un montant de 6 765 $. L'atelier des regards du Petit Bonheur de Saint-Camille, pour 2 327,50 $. Et le dernier projet, Second regard de la Source d'Or, pour 2095, pour un total de 21 000 $. Les promoteurs sélectionnés doivent exécuter leur projet et déposer leur pétition de compte avant le 31 mars 2026. Le Conseil autorise la Direction générale et le greffe à signer l'école d'entente avec les organismes si la présente résolution est acceptée. Ça se voit, c'est oui, je le proposeur secondaire, M. Bernier, secondé de Mme Centre. Ensuite, pour l'entente de développement culturel, Moulin à talent 2025, que le promoteur l'a mené. Donc, pour faciliter votre compréhension, lorsqu'on a négocié l'entente culturelle avec le ministère, il y avait des projets intégrés dans l'entente, puis il y avait des fonds qui avaient appelé à projet. Ici, on est dans des projets qui étaient déjà négociés avec le ministère, avec le promoteur qui était la meunerie. Donc ici, c'est comme l'engagement financier de mise en œuvre de ces sommes qui sont disponibles dans l'entente culturelle. On parle du promoteur qui est la meunerie. Le projet, c'est Moulin à talent 2025. Le coût total du projet est de 8 311,67 $. Le montant d'aide financière est de 6 649,30 $. Proposé par M. Perrault, M. Roy. Ensuite, pour les activités culturelles et artistiques dans les résidences de personnes âgées de la MRC. À l'instar de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc ça aussi, c'est un projet qui était prévu dans la négociation de l'entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, le projet, c'est activités culturelles et artistiques dans les résidences de personnes aînées. Le promoteur, c'est Culture aux aînés. Le coût total du projet est de 13 889 $. Le montant demandé est de 11 111, 80 % du coût total de projet. Donc, ça permet de réaliser des actions culturelles et artistiques dans les résidences sur le territoire. Proposé par M. Darien, M. Bernier, et le dernier un annuel pour le vieillissement en santé et la pratique d'activités culturelles. Toujours un projet qui est porté par Culture aux aînés. Le coût total du projet est de 3 133, le montant demandé 2 506, 80 % du coût total de projet. Donc, c'est l'organisation de 3 événements artistiques et culturels en collaboration avec la table de concertation des aînés de la MRC pour réduire l'isolement et favoriser le bien-être des aînés. Proposé par Mme Sartre et M. Dion. On s'est rendu l'autorisation de dépôt du projet FT, plateforme technologique quotidienne de gestion du transport collectif et adapté dans le cadre de l'ESP transport collectif.
Donc, une entente sectorielle de développement, c'est une entente de collaboration à l'échelle de l'Esprit entre les MRC de l'Esprit, le ministère des Affaires municipales et le ministère des Transports. Dans le cadre de cette entente, ça prévoit un soutien pour des projets structurants visant à l'amélioration de l'offre de services et la coordination régionale autour du projet qui est l'implantation d'une plateforme technologique estrienne en gestion de transport collectif et adapté. Donc, ça vise à mettre en œuvre un outil de gestion centralisée permettant de regrouper, coordonner et optimiser l'offre de services en transport collectif régulier et de transport adapté sur l'ensemble du territoire estrien. Ce projet s'échelonnera sur une durée de 2 ans. Le financement provient de 2 autres. Une subvention de l'ESD, une durée de 2 ans, et le financement des collectivités locales et des sociétés de transport. Le Conseil, par la présente résolution, autoriserait le directeur général à signer les documents nécessaires à la concrétisation du dépôt du projet pour le territoire de la MRC des Sources, dans le cadre de ces démarches administratives. Ça va? Proposé par M. Roy, Mme Sartre. On s'est rendu en dossier d'aménagement pour le mandat de diagnostic en habitation sur les territoires des MRC des Sources. C'est quoi? Donc, dans le cadre de notre chantier en habitation de la MRC des Sources, on s'est associé avec la MRC de Quaticook, qui a une réalité rurale similaire à la nôtre, très agricole et aussi avec un pôle urbain qui est en développement. Donc, l'idée ici, c'était de faire une étude, de diagnostic sur les besoins de logement des communautés comme nous. Les typologies de logement, les coûts moyens des logements pour la population, les besoins sur le logement abordable, les coopératives d'habitation, le logement privé. Donc, la MRC des Sources et la MRC de Quaticook souhaitent acquérir une compréhension plus fine des dynamiques résidentielles sur leur territoire et disposer d'outils pour accompagner sur l'évolution en cours des 2 prochaines décennies. Donc, le projet est piloté en partenariat avec la MRC de Quaticook, suivant un processus d'appel d'offres. L'offre de service de l'entreprise Racine Lavoisière a été retenue pour ce projet. Le Conseil de la MRC accepte l'octroi du mandat de diagnostic en habitation sur le territoire des MRC des Sources et de Quaticook pour un montant de 107 754,57, incluant les taxes. Le Conseil autorise à payer 50 de la facture en utilisant les sommes prévues au chantier d'habitation pour le travail fait sur notre territoire seulement. Ça le va. Si oui, je m'en ai proposé de secondaire, M. Dion et M. Perron. Cet enregistrement, vous avez reçu l'état des revenus et dépenses au 31 juillet. Ça le va. M. Perron, Mme Sartre, et la liste des chèques du 1er juin au 31 juillet. M. Bernier et M. Terrien. On s'est rendu à MRC, état des revenus et dépenses au 31 juillet. Oui, j'ai une réponse à mes questions. Je propose. M. Dion, M. Dion, M. Roy, et la liste des chèques du 1er juin au 31 juillet. C'était conforme. Mme Sartre, secondé de M. Perrault. On s'est rendu MRC Administration Revenu Québec, Service Sécurité, nomination d'un représentant autorisé d'un responsable des services électroniques. Donc, la plupart des éditions de compte ou des suivis pour la MRC des Sources doivent maintenant se faire sur un site sécurisé qui s'appelle ClickSecure pour le gouvernement du Québec. Donc, le Conseil doit nommer le directeur général, donc vous-même, comme représentant autorisé pour la MRC et l'autoriser à signer au nom de la MRC les documents requis à l'inscription de ClickSecure. Généralement, faire tout ce qui est juge utile et nécessaire pour être capable de procéder aux éditions de compte gouvernementales exigées dans des ententes. Le Conseil a aussi nommé l'adjointe à la comptabilité, Mme Joanne Courtemanche, comme responsable des services électroniques pour la MRC, afin qu'elle soit autorisée à mettre à jour et créer des accès pour le personnel pour qu'ils puissent eux-mêmes remplir les documents en ligne. Alors, M. Roy, secondé de M. Bernier, et directives particulières précisant la nature des situations dans lesquelles la MRC des Sources entend utiliser une autre langue que le français. Donc, je vais vous lire la résolution. La loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a été sanctionné le 1er juin 2022 et instaura un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration dans la pérennité de la langue française. Dans le but de soutenir l'administration dans ce nouveau devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique, donc laquelle a été adoptée le 22 février 2023. La politique linguistique de l'État s'applique aux ministères et aux organismes gouvernementaux, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sens de l'annexion de la Charte française. Pour remplir les exigences de la politique de l'État, la MRC doit se doter d'une directive.
précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation de notre langue français serait acceptée. C'est à partir du modèle type que les organismes municipaux préparés par le ministère de la langue française que les exceptions peuvent être sélectionnées. Pour ce faire, les employés qui sont le plus susceptibles d'utiliser ces exceptions dans leur activité habituelle ont été consultés. L'émissaire de la langue française de la MRC est Isabelle Pellerin, l'adjointe à la direction, est responsable de l'application et du respect de la présente directive. Lorsqu'adoptée, cette directive sera publiée sur le site Internet de la MRC, transmise au ministère de la langue française, diffusée et expliquée à tout le personnel de la MRC sous forme de bulletin interne. Une mise à jour de cette directive doit se faire aux 5 ans, mais il y a possibilité d'ajouter celle-ci à n'importe quel moment si une situation non prévue doit s'ajouter dans les exceptions. Alors, M. Bernier, secondé de M. Terrien. En variant, est-ce qu'il y a quelque chose? La levée de la rencontre. Alors, M. Thion. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.